Bonjour à tous, moi c'est Martin. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion. Et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Extraordinaire, un mot qui colle à la peau d'Éric Baronne. Depuis son plus jeune âge, Éric est attiré par les sports extrêmes. Entre VTT de descente où il excelle, il devient même champion de France, champion d'Europe et champion du monde en 1995. Il est ensuite attiré par le monde du cinéma. Sportif de haut niveau, Rémi Julienne lui apprend les risques du métier de cascadeur. Après de nombreuses doublures et apparitions dans des films comme Taxi, Éric a des envies d'ailleurs. Éric, c'est un entrepreneur dans l'âme et il aime fédérer autour de lui. Il se lance dans des records, tous plus dingues les uns que les autres. Si vous avez déjà vu une vidéo d'un type en rouge, sur un vélo, descendre en ligne droite des volcans ou des pistes enneigées, eh ben, c'est Éric dans le costume. Mais Éric ne s'arrête toujours pas une fois ses records derrière lui. Il se lance dans la création d'un nouveau sport, l'alpine snowbike. Sa philosophie ? Tout ce qu'un skieur peut faire, on peut le faire en vélo. Rendez-vous avec un mec incroyable. Bonne écoute les winners. Bonjour Éric, ravi de te voir dans notre salon une nouvelle fois. Donc la semaine dernière, tu étais déjà là avec Julien Brunet qui est ici présent aujourd'hui aussi. Mais cette fois-ci, on va parler de toi, de ta carrière. On a eu un petit peu de mal justement à cibler notre interview, on l'avoue, parce que tu as fait tellement de choses dans ta carrière que tout est intéressant. Et donc justement, Éric, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, même si tu l'as déjà fait la semaine dernière? Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, me présenter en quelques mots, je suis un VTTiste, donc professionnel. J'ai fait une carrière fulgurante en compétition, en descente, en VTT, où j'ai eu un titre de champion de France, champion d'Europe et champion du monde la même année, en 95. Je suis un vieux de la vieille. J'ai commencé le VTT à 34 ans. J'en ai 59 aujourd'hui, et après je suis parti faire du VTT où personne ne va faire du VTT. Donc j'ai en tout fait des records de vitesse sur terre et sur neige, des premières mondiales aussi sur neige, et dans le milieu du cinéma, au total j'ai 13 records du monde. Et puis voilà, donc j'ai vécu une carrière de sportif de l'extrême, en montant mes propres projets. Donc un vrai chef d'entreprise qui monte ses projets, qui crée son équipe. Voilà, donc c'est des aventures complètes qui ne sont pas répertoriées dans les fédérations. Mais voilà, malgré tout, c'est des belles aventures. Donc aujourd'hui, comme tu le dis, il n'y a pas de fédération pour ton sport. Tu es un VTTiste, mais il n'y a pas spécialement de fédération qui te suivent dans tes records ou dans tes... La fédération, elle suit sur la partie compétition, quand j'ai eu les titres de champion de France, Europe et monde. Mais après, tout ce qui est sport extrême, c'est plutôt des projets personnels qu'on va monter, un peu comme Mike Horn qui va partir et faire le cours du monde, qui va s'entourer d'une bonne équipe, chercher ses budgets, plein de communication, tout ça, ou Baumgartner qui va faire un saut de 48 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est pareil, on est des personnages un peu uniques et on fait des projets uniques qui fait que moi, sur 7 millions d'habitants, je suis seul aujourd'hui à faire du VTT de vitesse, quoi. Avant, on était en 94, on était une dizaine, et après, au fur et à mesure que la vitesse grandissait, parce que les vitesses grandissent au fur et à mesure qu'on monte plus haut dans les pentes. Il faut savoir qu'on utilise des pentes de ski de vitesse, donc c'est des pistes aménagées. Damé très dur, c'est pas de la poudreuse, c'est impossible de rouler en vélo dans la poudreuse. Donc à un moment donné, ça va très vite, et pour aller de plus en plus vite, il faut monter au sommet. Et en 2000, on est arrivé au sommet. C'est là que j'ai fait donc le record à 222 km/h sur neige, aux Arcs, 222,22, un chiffre pas banal d'ailleurs, qui m'a suivi pendant 15 ans. Donc on reviendra sur ta casquette, vu que tu es multi-casquette, on reviendra sur ta casquette de chef d'entreprise un petit peu plus tard, puisque tu as créé une discipline, mais ça on en parlera après. Déjà, est-ce qu'on peut revenir en 2000 ? Donc tu nous dis que tu as fait un record du monde, en VTT, et tu as tenté de battre ce record en 2002. Oui, en fait, j'avais 2 styles de record du monde. Il y a sur neige, où la vitesse va beaucoup plus vite, c'est vraiment de la Formule 1 avec des équipes d'ingénierie, tout ça. Et sur terre, c'est plus freeride, on va dire. Et malgré tout, je cherchais des pentes raides pour aller vite sur terre, parce que
Dans la discipline qui n'en est pas une, le vélo de vitesse, où c'est des records du monde, on utilise le terrain de jeu peu de temps. Il faut savoir que dans toute ma carrière sportive, j'ai 20 minutes d'entraînement. Tout le reste, c'est de la préparation, physique, mentale, matérielle et autres. Alors, ça me manquait. Alors, je me suis dit, il fallait que j'aille sur terre parce que j'avais peur de la pente. Je suis un peu heureux à la base. Enfin, un peu heureux. Tout est relatif. Hein. Voilà, ça dépend des peurs qu'on engendre. Mais... Alors, j'ai voulu aller sur terre parce que j'avais plus de temps d'aller sur terre sur des volcans l'été, m'entraîner à monter sur un vélo en pente raide parce que le plus compliqué, c'est de monter sur un vélo en pente raide. Parce que le guidon, il est plus devant toi, il est en bas. Et pour chercher le guidon, c'est compliqué en pente raide. Donc, tout ça, c'était pour moi un terrain de jeu intéressant pour aller évoluer. Puis, je me suis dit, tiens... J'ai fait l'Etna, j'ai fait les îles éoliennes, l'Etna, le Vulcano, le Stromboli. Après, je suis parti à Hawaï, démarrer du tour du Big Island, c'est le sommet du Pacifique, hein, en vélo, j'allais jusqu'à la mer. Après, ouais, j'ai fait le Mexique, j'ai fait le Japon, le Mont Fuji, j'ai fait Nicaragua aussi. Donc, j'ai fait pas mal de volcans et en fait, je me suis rendu compte que c'était intéressant que j'aille sur Terre pour m'habituer aux pentes, pour aller plus vite sur neige après. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à cette discipline de l'extrême ? Tu avais besoin d'adrénaline ? Oui, j'ai besoin de monter. Surtout, c'est pas l'adrénaline, c'est monter des projets en fait qui m'intéressait. Oui, t'es un entrepreneur ouais, en fait. C'est ça, c'est monter des projets parce que la cerise sous gâteau, c'est le record du monde, mais le chemin parcouru pour réaliser un projet, c'est riche humainement, quoi. Mais il y a aussi quand même le côté sportif et il y a cette sensation que tu recherches sans arrêt, j'imagine quand même. C'est une sensation qui est tellement éphémère et qui est frustrante à chaque fois parce qu'à chaque fois que je fais un record du monde, je mets 2 mois à m'en remettre. 2 mois où je rêve d'avoir une piste de ski de vitesse, une piste de vitesse le matin en me levant pour faire un run à 200 avant d'aller au travail, quoi. Je rêve de ça à chaque fois, je suis frustré, quoi. C'est un peu comme quelqu'un qui va conduire une voiture WRC, là, en rallye, une voiture qui coûte à 140 € au kilomètre, sans voiture, juste l'usure. On va faire 10 bornes puis on va s'arrêter parce qu'on n'a plus de budget, quoi. On va être frustré, mais on va y arriver toute la nuit, quoi. Donc c'est un peu pareil, quoi. C'est en frustration permanente. Donc à chaque fois que je faisais un record du monde, j'avais envie d'en faire un autre, juste pour me retrouver au sommet de la montagne et puis vivre quelque chose que je peux pas partager. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison de nous le dire, c'est très coûteux. Tu as une équipe vraiment d'ingénieurs qui te suivent sur chaque expédition que tu fais. Sur les records du monde sur neige, oui, c'est des vélos au-dessus de 200. Après, on n'est plus dans un vélo de série. On est dans des vélos qui sont quand même étudiés pour la vitesse. C'est un peu comme si on prenait une voiture de série et qu'on la transformait en Formule 1. Châssis rabaissé, amortisseur réglé, il y a toute l'ingénierie embarquée pour les réglages à chaque run. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de compression, les freins à tester aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est ce qui est intéressant parce que ça crée vachement de monde. Ça crée une vraie tribu et ils ont tous envie qu'on aille au bout du projet, quoi. En gros, tu as fait évoluer la technologie pour ton sport qui est de battre des records. Oui, mais il n'y a pas vraiment évolution. C'est comme je suis seul au monde, il n'y a pas vraiment de marché. C'est surtout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est l'image qu'on peut en tirer derrière. Et puis surtout, malgré tout, j'ai testé des produits en freinage pour des vélos de série et des choses comme ça, quoi. Et je rebondis juste sur une petite chose. Tu nous as dit avoir commencé à 34 ans, enfin le VTT. Juste avant, tu me l'avais dit la dernière fois, tu as fait couvreur-zingueur avec ton père. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le VTT ? Enfin, comment ça se fait qu'à 34 ans, tu t'es dit, OK, j'arrête le BTP, enfin le métier du bâtiment. Pourquoi ? En fait, j'ai toujours eu une âme de l'extrême. Même sur les toitures, mon père, il me disait, fais gaffe, quoi. On faisait des églises. Moi, je montrais l'équilibre avant de poser le coq. Je montais l'équilibre sur les mains. Et j'étais un turbulent, mais sage. Sage. Donc, j'ai toujours eu envie de sensation. Et puis après, je savais que j'avais des qualités en sport. J'aurais pu me mettre sur des skis. J'étais pisteur secouriste aussi, mais en ski, j'étais un turbulent aussi. J'étais meilleur qu'en vélo en ski. Donc, ce qui fait que j'aurais pu être comme Luc Alphand ou comme Gros Piron sans problème si j'avais eu l'envie d'y aller, quoi. J'avais des qualités. Mais tu as choisi le VTT. J'ai choisi le VTT parce qu'à un moment donné, je faisais des spectacles moto avec Rémi Julienne et puis le pilotage vélo me plaisait et je courais déjà dans les bois en m'imaginant que j'avais un guidon dans les mains et un beau jour, le VTT est arrivé et c'est juste bien. Waouh. De 94 à 2002, donc Eric, tu as une multitude de records de vitesse. Tu nous l'as dit là sur l'Etna, aux Arts. Terre et neige, ouais. Terre et neige, voilà. Et en 2002, je reviens un petit peu en 2002, il y a une descente qui se passe un peu moins bien que les autres. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, donc en 2000, dernier record sur neige. J'avais décidé de monter un projet en 2001 pour aller au Nicaragua. Et en 2001, j'ai fait un test au Nicaragua à 135 km/h. Je me suis dit, tiens, je vais monter un plus gros projet, puis aller avec le vélo profilé que j'avais utilisé l'hiver sur neige en 2000, où j'ai fait 222,22.
en modifiant 2-3 choses, amortisseurs et autres, parce que c'est pas le même terrain de jeu malgré tout. Il y a plus de secousses quelque part. Et en 2002, donc au Nicaragua, le 21 mai, je fais deux records du monde en 1 heure, avec un vélo de série à 163 km/h, sur un terrain naturel, sur un volcan qui n'est pas très haut en altitude. Et puis 1 heure après, je fais avec le vélo prototype, le record à 172,61 km/h, mais 3 mètres après les cellules, le vélo a explosé. Et là, c'était la fin, c'était le dernier run de ma carrière. Je voulais arrêter, donc il m'était jamais rien arrivé dans la vie de dramatique, quoi. Et là, c'était un drame parce que le vélo a cédé à haute vitesse et j'ai souffert. J'ai eu 6 ans à me construire, quoi. Si on veut rester sur la chute, c'est le pivot de direction qui a sauté, un problème de conception de matériel. C'est un prototype, donc c'est pas un vélo de série, c'est un prototype mal conçu. Et la compression à 140 km/h sur les tests que j'ai fait, ça passait. Même si j'avais eu un doute. J'avais eu un doute la veille sur le matériel et je me suis dit, comme c'était le dernier run de ma carrière, j'y vais quand même. D'habitude, je vais jamais quelque part si j'ai un doute. Si j'ai un doute, j'arrête, je veux comprendre pourquoi. Là, c'était le dernier run. Et là, c'était le vélo de profilé où il y avait le sponsor de ceux qui se voyaient, alors que le vélo de série, on voit pas de sponsor. Donc j'ai pensé à eux au lieu de penser à moi et j'ai fait une grosse bêtise parce que j'avais un doute sur le matériel et en fait, le doute s'est confirmé parce que le vélo a cédé à la compression. Et là, j'ai souffert. Je savoir qu'on est dans la jungle, sur un volcan. L'hélicoptère du pays, c'est au Nicaragua, un pays en voie de développement, était en panne. 1h30 de 4x4 dans une piste pour aller à l'hôpital. Il m'arrosait pour que je reste éveillé, quoi, en vie, parce que. Mais moi, je me suis dit, ça se trouve, j'ai la rate éclatée parce que je connais bien le corps humain. Je suis en tant que préparateur physique. Et la rate n'a pas éclaté, mais j'avais quand même le constat. Il paraît que je me suis évanoui dans les bras du médecin sur place, enfin une personne en blouse blanche, parce qu'il y en a plusieurs là-bas, à l'hôpital. Et en fait, après, il y a eu quand même. Le constat a été flagrant. Je suis resté 3 jours à l'hôpital au Nicaragua, en faisant 2 hôpitaux, parce qu'ils m'ont pris pour un Américain en même temps. Ils me demandaient plein d'argent et que j'avais pas. Donc je suis parti en cachette de l'hôpital la nuit avec tout ce que j'avais de cassé pour aller dans un autre. Et 3 jours après, je suis rentré en 2e classe assis parce qu'on m'a pas accepté en 1re classe allongé. Mondial Assistance a marché à partir de Saint-Exupéry en France pour aller chez moi. Il y en a sur 80 km. Avant, j'ai souffert, quoi. Donc, il y a eu quand même, j'ai eu quand même 2 fumures de cassées. J'ai eu 6 côtes. Je ne peux plus respirer. J'ai eu 2 épaules d'arrachées. Ils me les ont juste remboîtées, mais ça veut dire que toute la coiffe était cassée. J'ai eu une épine cervicale de cassée. J'ai eu 4 ans de perte de mémoire. Mais surtout, c'est que j'étais mal. J'étais mal et je souffrais et j'étais assis en 2e classe pendant 17 heures, quoi. Mais donc là, t'étais en mode survie, quoi. J'étais en mode survie, exactement. Puis quand tu rentres chez moi, j'étais perdu. J'étais pas encore marié à ce moment-là, mais mes parents m'ont dit, t'es ailleurs, quoi. Je suis ailleurs, j'étais perdu. Et j'ai commencé tout doucement à comprendre, me faire opérer. Mais comme c'était le dernier record du monde, financièrement, je voulais arrêter parce que c'est compliqué. Autant sur neige, on gagne notre vie, mais sur terre, c'est compliqué. Même si je faisais un reportage sur le pays quand j'allais, parce que aller faire un record du monde dans un pays pauvre et sans leur apporter quelque chose, ou revenir faire une promotion sur le pays, sur une belle promotion, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais moi, je me suis oublié là-dedans. Et là-dedans, financièrement, j'ai bu le bouillon. Donc, bu le bouillon, ça veut dire qu'après, pas assuré pour se faire opérer. Ça a duré 6 ans, la reconstruction, parce que je n'ai pas pu aller à l'hôpital tout de suite. J'avais pas d'argent pour me payer mes opérations. C'était compliqué. Même si tu es en France, où on est pris en charge socialement, en tant que dirigeant de société, tu n'as pas droit à grand-chose quand tu es en retard de paiement. Donc, on n'est pas salarié, quoi. C'est un peu compliqué, en fait. Bon, tout s'est bien réglé. Ça a mis 6 ans à la reconstruction. Mais 6 ans, j'étais reconstruit, mais j'étais pas prêt à encore remonter sur un vélo. Puis j'envisageais pas parce que j'avais décidé d'arrêter. Donc reconstruit, ça veut dire reconstruit physiquement et mentalement? Mentalement, je pensais l'être et puis en fait, je l'étais pas. Pourquoi? Parce qu'avant, pour moi, j'étais incassable. Je me prenais pour un Toons, une personne de bande dessinée. C'est-à-dire, je tombais, je me relevais. C'est vrai, je me suis toujours relevé. J'ai eu des rayures. D'ailleurs, j'adorais les rayures, même si je trouvais ça la classe. En fait, puis non. Donc, dans ma reconstruction, je suis parti aussi dans un marché, une démarche parallèle parce que je voulais comprendre mentalement avant de reprendre le vélo, parce que je savais pas que j'allais reprendre le vélo 10 ans après, mais je vais y revenir. Mais avant, je me suis dit, tiens, dans ma reconstruction, la chirurgie ne pouvait plus rien et je suis passé par la médecine parallèle, donc une alternative chinoise qui était intéressante parce que le chirurgien me disait, par exemple, pour le fémur qui est cassé, c'est la partie du corps la moins bien irriguée. Donc, ça aura peut-être du mal pour se ressouder. Ça ne se ressoude pas, ça s'apparente à une pseudarthrose. Il faut opérer, mettre une broche. Je dis OK. Et moi, j'avais envie de réaliser des choses pour essayer de me reconstruire un petit peu.
Et donc, j'ai fait appel à une femme, un spécialiste en médecine chinoise, qui m'a dit, elle, le corps est irrigué partout pareil. C'est une histoire d'énergétique. Je dis, bon, énergétique, moi j'étais un bourrin avant, donc j'étais pas dans les énergies. Mais là, j'étais prêt à tout écouter parce qu'on ouvre ses chakras quand on n'a pas bien lancé le basket. Hein. Et en fait, donc je l'ai écouté, puis elle m'a fait du bien. En fait, elle m'a fait des points de compression pendant 2 jours sur la cuisse, ça me remet mal. Elle m'a donné quelque chose aussi à des plantes, tout ça. Et en fait, j'ai un pont osseux qui s'est formé au bout d'un mois. J'ai évité l'opération. Et 6 mois après, si je reviens un petit peu en arrière, le jour du record où j'ai eu l'accident, en 2002, un an avant, avec un pote, on a co-créé une nouvelle activité qui est mornée, mais qui était intéressante, sportive, qui s'appelle le lapining. C'est le mot lapin avec ING à la fin comme parking, en fait. C'est courir comme un lapin dans la forêt avec une paire de baskets. C'est un jeu, en fait, dans la nature, un peu comme les Yamakasi en ville, mais nous dans les bois. Donc en 2002, on a créé une discipline qui n'en est pas une, parce qu'elle est mornée, mais on s'amusait bien quand même, quelque part. On avait des vidéos autour de ça, on avait un site internet. Et pour revenir sur l'accident, donc après mon record du monde, l'idée c'était que je fasse un run, une première mondiale, c'est un premier 100 mètres en tout terrain accidenté en pente. Je voulais rivaliser à l'époque avec Montgomery, ou c'était qui avait le record du monde du 100 mètres en 9,58. Moi, je voulais créer une performance parallèle pour montrer qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'était en 2004, hein, je pensais déjà comme ça, comment atteindre son objectif différemment. On prend toujours dit, c'est comme ça qu'on atteint un objectif, mais non, il y a plein de façons, il faut juste casser les règles. Donc c'est pour moi, le record du monde peut se faire sur un terrain à plat, mais on peut aller plus vite en descente. Pourquoi pas? Mais j'ai envoyé un email donc à Stéphane Caristan, qui était un champion olympique ou champion du monde de 110 mètres haies à l'époque. Il m'a dit c'était un beau défi, voire irréalisable si à la base c'était pas un grand sprinter, parce que j'étais pas. Il voit pas comment les muscles peuvent résister à une telle pression à 40 km/h dans une pente à 40 degrés, ce qui est pas idiot, ce qui est vrai en plus. Donc cette personne chinoise m'a préparé pour ça après. Et 6 mois après le pont osseux qui s'est formé, j'ai fait une première mondiale au Nicaragua sur le volcan. Je n'étais pas encore bien réparé du haut, mais le bas ça allait bien. J'ai fait un départ arrêté en starting block avec huissier de justice, expert géomètre et tout. Hein. On a touché 80 millions de téléspectateurs sur la chaîne Phoenix en Chine. 9,08 départ arrêté, hein, en pente accidentée, en pente à 40 degrés. C'est-à-dire je cours en vitesse de pointe à 47 km/h. Et mes jambes, elles tenaient le choc, elles ont tenu le choc. Et en fait, sous le plat, ça ne veut pas dire que je bats Bolt, hein, mais quelque part, j'ai créé la performance parallèle. Et ça, c'est intéressant. Je m'en servais en conférence aujourd'hui pour les managers, pour donner des idées, ouvrir un peu son esprit, de dire il y a plusieurs manières d'atteindre son objectif, pour aller à son objectif. Voilà. Donc c'est la partie que je voulais refermer, mais qui m'a permis de me reconstruire quelque part mentalement. Puis après, ça ne me suffisait pas, en fait. Donc en 2008, je suis remonté sur un vélo pour acheter le pain. J'avais du mal encore avec la fourche à tenir le guidon. Pour moi, c'était un peu comme le syndrome des luxés de l'épaule, toi. Donc j'avais un syndrome de la potence, quelque part, un petit peu. J'avais plus confiance au guidon. Et puis en 2011, un Autrichien qui faisait des records du monde sur neige aussi à 210 km/h, parce qu'il y a eu un autre qui a voulu essayer, il m'a demandé de le coacher pour battre mon record au Nicaragua. Donc je l'ai coaché, sponsorisé par Red Bull, ça m'a fait un peu d'argent en même temps. Et j'ai coaché, j'ai amené au Nicaragua, puis il a battu mon record du monde en vélo de série. J'ai réussi à lui faire battre en 4-5 jours. Il est monté à 167 km/h, donc il m'a battu d'un kilomètre heure, je crois. Donc record du monde de vélo sur Terre. Sur Terre en série, vélo de série, voilà. Le record absolu, j'ai toujours, après je m'en fous, les records c'est fait pour être battu, mais c'est pour dire que c'était intéressant. Et c'est là, comme c'est moi qui lui montais le vélo sur l'épaule chaque fois, puis comme il n'y a pas de télésiège, là-bas, pas de téléski, à la fin j'avais envie de monter sur le vélo, donc ça m'a fait du bien mentalement. Et puis en 2012, j'ai monté un projet à 3 ans pour aller chercher un record du monde en 2015 sur neige. Donc c'est là que j'ai repris l'activité vélo de vitesse. Et en 2012, donc j'ai fait une opération en pensant tout de suite battre le record du monde. Alors je m'amène avec toute mon équipe qui a voulu repartir avec moi. C'était pas un projet à 3 ans au début, c'était juste pour voir en fait. Avec un vélo de série, je suis parti du sommet des Arcs où j'ai fait le record 15h20 à 222 km/h. Et en fait, je fais 201 km/h au bout de 3-4 runs, mais je suis monté en pleurant, je suis descendu en pleurant, et ça a été ma thérapie pour me retrouver dans mon mental incassable. En fait, quelque part, un petit peu. Même si encore au niveau des épaules, je fais plus tout ce que je faisais avant, mais mentalement, je me suis retrouvé incassable, et c'est là que j'ai monté des projets à 2-3 ans pour aller chercher des records du monde sur neige jusqu'en 2017. C'est magnifique, franchement. Ça montre que l'énergétique et le mental, c'est ça qui nous répare, quelque part. Ah oui, c'est ça. Et puis, vous savez, monter un projet à 3 ans pour un record du monde, parce que c'est ça qu'il faut faire. On pense tout de suite
aller plus vite, mais c'est pas vrai, quoi. Les kilomètres sont durs à gagner que maintenant qu'on part du sommet. C'était plus facile avant quand on partait pas du sommet. Maintenant qu'on part du sommet, c'est plus dur. Et il y a 2 pistes les plus rapides au monde, sont en France. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Avant, c'était les Arcs, où il y avait ce fameuse piste de ski de vitesse qui a été créée pour les Jeux Olympiques de 92 à Albertville. Et après, ils l'ont fermée donc en 2012, 2013, cette piste. Donc, j'ai rené un peu dessus. Et puis en 94, il a fallu que je me retourne sur la piste de Vars, qui est une autre piste la plus rapide au monde aujourd'hui, où elle est plus raide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de skieurs qui partent de sommet, ils sont une dizaine au monde. Et là, moi, il y a 15 ans, j'avais fait des runs avec d'autres pilotes à la Côte Rocher, 210 km ski, où on faisait 205, 210. Et je me suis dit, il y a 15 ans en arrière, le jour où quelqu'un part du sommet, j'irai voir. Et ben en 2014, c'est moi qui suis parti du sommet avec un vélo de série en freeride, mais c'était engagement surtout qui était intéressant. Je suis parti... J'ai fait, comme c'était un vélo de série, ça allait vite. J'ai fait, je crois, 7 ou 9 runs en 3 matins, la banane jusque-là. Tu peux pas m'enlever de sourire. J'étais dans un état second, je sais pas, la sensation est meilleure qu'un record du monde parce que je suis plus dans le confort. Je suis avec un vélo de série, donc là, je suis entre deux mers, dans une couche d'air, il peut rien m'arriver. Je suis dans le contrôle et la maîtrise totale, dans un état, on va dire, un état second, quoi, un état second. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un vélo de série ? Un vélo de série, donc c'est un vélo de descente en VTT, c'est un vélo 12 suspension, avant-arrière, qu'on peut acheter dans le commerce pour s'amuser en descente, ou un vélo d'enduro aujourd'hui, quoi. En fait, c'est un peu ça. Donc là, 2014, j'ai fait ce premier mondial. Et puis 2015, donc j'étais prêt mentalement pour partir avec un vélo de Formule 1 du sommet. Et c'est là que j'ai fait 223 km/h,3, et moi j'étais frustré parce que 3 ans de travail pour faire 1 km de plus que le record 15 ans avant, avec les nouvelles technologies, tu vois, c'est dur à avaler, quoi. Juste une petite chose, donc si je comprends bien, ça va moins vite sur terre que sur neige. Parce que sur terre, tes records, généralement, c'est 170 et quelques. Et sur neige, c'est 220 et quelques. Voilà. Oui, parce que sur neige, en fait, c'est des pistes préparées pour la vitesse. On peut se lâcher, c'est plus sécuritaire. Sur terre, moi, je veux parler sur un terrain de jeu en terre et puis amener un ratrac, enfin, des engins qui esquintent la nature. Je prends le terrain comme il est et je fais ce que je peux avec. C'est différent. Quand tu es sur le vélo en 2014, tu n'as plus aucune pensée à cette journée de 2002, à cette chute. Ta thérapie, ça a été en fait de préparer un autre athlète à essayer de battre ton propre record. C'est vraiment ça, cette thérapie qui t'a fait avancer La thérapie, en fait, c'était quand je suis reparti du sommet des Arcs en 2012 avec un vélo de série pour penser battre le record tout de suite que j'avais fait 12 ans avant, enfin 15 ans avant, mais c'était pure utopie. Donc c'était la thérapie. 2014, plutôt, c'était un engagement profond parce qu'une première mondiale, c'est aussi puissant qu'un record du monde. Hein. Personne, c'est le seul au monde à faire ça, quoi. C'est pas banal. Donc ça m'a fait du bien mentalement. Mais je voulais pas m'arrêter là, c'était une étape pour aller plus loin. Mais tu pensais plus du tout à cette chute. Moi, c'est ça qui m'impressionne, non, c'est que tu as effacé... Non, j'y ai pensé après, en 2017, pour le dernier run de ma carrière. Le dernier. On y reviendra si vous voulez. D'accord, bien sûr. Donc du coup, donc là on est en 2015, donc tu établis un record du monde, donc tu fais 223,30. Voilà, donc 1 km de plus qu'il y a 15 ans avant. Oui. Et donc du coup, en 2016, tu fais quelque chose d'encore plus impressionnant, tu pars de nuit. En 2015, c'est le record du monde, je dis l'année prochaine, c'est lourd de monter un projet de record du monde, financièrement et tout autre. Donc j'ai dit, je vais faire autre chose, même si c'est aussi lourd, mais je voulais faire autre chose. Je voulais reporter le dernier record du monde de ma carrière en 2017. Et puis en 2016, je me suis dit, je vais faire une première mondiale pour non plus me mettre devant la scène, mais laisser des artistes devant la scène. C'est une première mondiale qui était pour moi plutôt mettre des artistes au devant que moi. Et moi, j'étais plus un élément déclencheur artistique quelque part un petit peu. Donc il y avait deux objectifs. Déjà pour créer une image artistique. Et deuxièmement, mentalement, pour essayer de me renforcer, pour aller chercher ce fameux record en 2017. Parce que partir de nuit sans lumière, même si c'est un vélo de série, on ne dépasse pas 180, mais malgré tout, c'est déjà vite et on voit rien. Donc le projet dont on parle s'appelle la Full Moon. Full Moon. C'est toi qui as trouvé le nom du projet. En fait, au départ, il y en a un projet éclair que je trouve mieux encore. Projet éclair, c'est mieux. Le mot éclair est sorti des artistes, Maëlys et Marc Ributini, qui ont créé toute la partie technique, hein, les LED connectés, parce qu'il faut savoir, je n'étais pas éclairé comme un sapin de Noël uniquement. C'était une technologie avancée sur des LED où on avait intégré la pente. Alors pour qu'on comprenne bien, donc tu portes des vêtements sur lesquels tu es venu insérer des LED, des lumières, qui font que quand tu as fait ta descente, vous pouvez aller voir pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller voir les photos sur ton site internet, donc ericbaron.fr. Oui, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube aussi. Ouais.
Et donc, quand tu fais la descente, on voit un peu une... Les lumières changent, en fait, parce que les lumières ont été connectées par rapport à la pente, et mon vélo était au battement de mon cœur. Donc, le vélo, il résonnait au battement de mon cœur. Non, mais la technologie était incroyable, c'est sûr et certain. Et ça s'est pas su, ça s'est pas vu, quoi. Si on n'y explique pas, on peut pas se rendre compte. Et en voyant le film de 10 minutes sur ma chaîne YouTube de Full Moon Ride, on se rend compte de l'aspect artistique de ce projet. Les images sont incroyables. Et c'était un soir de pleine lune, un 21 janvier, un soir de pleine lune. On voyait toutes les étoiles. Et moi, je voyais rien. Donc, j'ai subi tout le long. C'est-à-dire, je pensais me faire plaisir. Et en fait, je me suis pas du tout fait plaisir parce que j'ai subi tout le long. C'est-à-dire, comme je pensais me retrouver comme quand je fais des raquettes, l'hiver sur les raquettes en descente, un peu du lapinage, comme le lapining en basket, puis lapinage en raquette, on appelle ça comme ça. Mais je reste sur des raquettes à neige, on va dire, plus classique, que tout le monde comprenne. Et en fait, à 20 km/h, c'est super sympa, toute la pleine lune. Mais à 160, 180 km/h, la pleine lune, tu l'oublies, quoi. Ouais, bien sûr. T'as pas profité, tu voyais rien. Non, je voyais rien. J'ai subi tout le long, après j'ai amorti parce que la piste n'était pas non plus préparée comme pour Encore du Monde. Elle était plus cabossée, tu vois, parce que ça coûte cher. Et puis voilà, donc c'était en cas, c'était bien réussi, en tout cas. Bon bah c'est réussi quand tu vois les images, mais sur le coup tu te dis quoi? T'as peur sur le... Sur le coup, c'est mentalement ça m'a fait du bien pour aller chercher sur Encore du Monde l'année d'après, en 2017, que je vais vous expliquer maintenant. Ok, parce qu'en fait, tu te dis que tu dépasses un peu ta peur, vu que t'es en pleine nuit, il y a des bosses. Je vois rien, on voit rien. Et même si je connais la pente, il y a un engagement, il y a une appréhension, il y a une émotion, il y a des émotions, il y a des sensations. Et voilà, faut essayer de passer tout ça et d'absorber tout ça, de telle façon que ça devienne... tu tombes pas dans les pommes, quoi, je veux dire, c'est ça. T'as pas le droit de refuser, quoi. Bah, tu peux refuser si t'as vraiment pas envie. Et moi, ce que je voulais, c'était aller plus loin en cherchant sur le corps du monde. Et c'est vrai que m'engager une nuit, ça m'a fait du bien. Quand t'arrives à la fin, t'es comment? T'es vidé? Non, je suis bien. J'ai bu du rhum. Mais non. Hein? Non, c'est vrai. Donc, quand t'arrives à la fin, t'es bien. Je suis content de ce que j'ai réussi. Content de ce que j'ai fait parce que une première mondiale, ça reste malgré tout une première mondiale. Hein. C'est comme quand j'ai fait le Superior en taxi. Non. D'un taxi, donc c'est pareil. C'est des choses où on est fiers, toute notre vie. On se retrouve maintenant, donc, un an plus tard, le 17 mars 2017, à Vars, où tu tentes de battre ton propre record du monde de 2015. C'était le 18 mars, oui. Le 17, c'était Juju, et le 18, c'était moi. Et pourquoi j'ai fait Juju avant? Parce que ça m'a fait du bien mentalement aussi d'être confronté à un record du monde avant avec Juju, parce que c'est un humain avec qui on fait un binôme, et mentalement, c'était une bonne préparation, en tout cas. Ok, donc le 17 en dual ski et le 18 en VTT. C'est ça, exactement. Pour tenter de battre ton propre record de 2015. On va faire une dernière run de ma carrière, parce que je voulais refermer le volet, parce que les projets de record du monde, j'en ai fait pendant 20 ans, et je voulais passer à autre chose. Donc, on se retrouve donc au sommet de Vars, 7h40. La veille, comment s'est passé la veille, le 16 au soir? T'es dans quel état d'esprit? Le 17 au soir, Le 17 au soir, pardon, excuse-moi. Le 17 au soir, on a fait des runs le matin et on n'est pas content de ce qui est arrivé. Il y a eu des soucis, donc on a résolu tous les problèmes. Et il n'y avait pas le 19, il n'y avait pas le 20. C'était 18 ou pas. Et j'ai fait un briefing le matin à 5h30 avec tout le monde. Et d'acter les choses en disant les choses, ça les acte. Et on a bien confirmé que c'était aujourd'hui et pas demain. Les problèmes étaient résolus, c'est des problèmes de compression, c'est des problèmes de carénage qui étaient partis pendant la pente, pendant la vitesse, parce qu'on a fait des runs à 218, pas très vite, mais malgré tout, c'était une bonne vitesse, et puis il y a des choses qui bougeaient. Et la piste était très lisse au sommet, mais pas du tout en bas, parce que les vagues se forment au fur et à mesure que la journée elle prend de l'humidité. Donc à haute vitesse, ça devient des bosses, quoi. Donc là, je me retrouve à 18 au matin, 7h40, en sachant que je vais rencontrer la guerre, parce qu'il y a des bosses, et que je ne peux pas reporter le projet. Après, on ne peut pas repasser une dameuse, parce qu'il faut attendre 3-4 jours, ça durcisse, puis la météo était moyenne. Donc il fallait à tout prix y aller. Peux-tu nous dire pourquoi 7h40? Parce que 7h40, c'est l'heure où on m'a dit « T'es prêt, Eric, il faut monter sur le vélo ». Donc c'est ce que je me rappelle de ça, parce qu'on me dit peu de choses au sommet, parce qu'à un moment donné, je m'isole pour laisser la place à mon équipe qui deviennent les acteurs du projet aujourd'hui, dans le cas présent. Et derrière, moi, ils me font un signe du doigt et j'arrive et je me mets en place sur le vélo, je suis prêt, quoi. Comment est-ce que tu montes tout au sommet là, de cette montagne? Donc, je monte avec une dameuse le matin à 5h30, 6h.
Ah oui, tu montes très tôt. Oui, je veux vraiment en avance. Je veux voir comment tout s'installe. Et puis, même si je reste dans la Meuse, je suis là et je suis dans l'environnement, quoi. Et t'es concentré déjà, je suppose, Oui. pour cette descente. Tout à l'heure, tu as dit que lors de ta chute en 2002, tu as pris le risque alors que la veille, tu avais eu un petit doute sur le matériel. Ce matin-là du 18 mars, tu sens qu'il va y avoir des bosses, ça va secouer, mais tu vas quand même. Il n'y a pas de doute. Il y a un environnement en fait qui me rappelle 2002, l'accident le jour même. C'est-à-dire, c'est pas le doute du matériel, mais la piste bosselée, dernier run de ma carrière, une chute peut arriver à l'arrivée aux cellules. Ouais, mais 2002, c'était le dernier aussi. Oui, c'est pour ça. Là, je fais le dernier. C'était le dernier sur terre. Et là, je fais le dernier sur neige maintenant. Alors, 10 ans, 2002, 2017, 15 ans. Ça fait 15 ans après. Et je me retrouve au sommet avec les mêmes, avec ces flashbacks qui reviennent et je veux les évacuer, quoi. Et c'est compliqué d'évacuer quelque chose qui revient en permanence. Donc, il faut prendre un peu sur soi et puis respirer. Mais malgré tout, il faut y aller, quoi. Hein, le risque de chute à l'arrivée était possible, mais c'est pas une chute due à du matériel. C'est une chute qui va être due à un problème de piste, de damage et de pilotage, quelque part un petit peu. Comment tu fais pour évacuer ton stress ? Je me donne de la positivité, en fait. Je me dis que je vais réussir. C'est un peu comme la sophrologie. Je suis en haut, je me dis que je suis en bas et je vais passer 223 km/h, mais j'ai baissé mon ambition. Mon ambition, c'était de passer 230. La piste aurait été lisse, j'aurais passé 230. Et là, je me suis dit, si je fais 224, je serais content. Je serais un très beau record du monde dans l'état actuel des choses. Donc, je suis parti dans cet esprit-là. Tu fais en sorte d'être moins dur avec toi-même. Voilà, exactement. Parce que d'habitude, tu l'es. Ben, je veux aller toujours au-delà, au-dessus je vais aller plus vite. Mais là, je me suis dit, je vais réduire mon ambition, parce que c'était important de se mettre en sécurité quelque part mentalement. Si je fais 224, je serais bien, déjà. Donc, je suis parti dans cet esprit-là. Et donc, j'ai mis du temps à évacuer la chute du Nicaragua revenait tout le temps. Et je me suis dit, bon sang, faut pas que je revive ça, en fait, pas un petit peu. Et en fait, donc le run, on me dit, t'es prêt, Eric ? Je dis, oui, je suis prêt. Donc à 7h40 le matin, il y avait du vent, il n'y avait pas de vent en rafale, juste un petit peu. Vous êtes combien en haut du sommet qui t'accompagne ? On est 4 au niveau de la nacelle de départ, 4 personnes qui m'assistent un peu. Donc Marc qui me donne le top de départ et l'ingénieur et qui me met le casque en même temps à la fin. Et ensuite de ça, on a autour les caméramans, les photographes, on est en tout mon équipe, on a une 10-12 au sommet, puis après tu as les pisteurs, ils sont 4, service des pistes aussi, ils sont 4. On est autant en bas qu'en haut, donc on a une quarantaine de personnes au total en fait. C'est des personnes qui t'équipent, tu as une combinaison un peu spéciale pour justement gagner en vitesse ? Voilà, notre combinaison est en chaleur, j'ai ni plus ni moins une combinaison de ski de vitesse, c'est un lycra plastifié, mais qui est un peu différent du lycra qu'on met pour aller faire du VTT ou du vélo de route, quoi. C'est un lycra qui est plus épais et est en chaleur. Il a 0% de porosité, de façon que l'air glisse dessus. Après, donc, c'est un tissu qui est rigide, il faut presque se talquer pour l'enfiler, dans de bonnes conditions. Puis après, une fois que tu l'as, moi j'ai dessous, j'ai quand même des choses. Dessous, j'ai des protections, j'ai un gilet de plomb, je me suis fait des choses pour alourdir un petit peu la bête, tu vois. C'est pas qu'on va plus vite, mais on accélère plus vite, quelque part un petit peu, malgré tout, c'est des dixièmes de gagner. Ça te protège aussi ? Ça me protège aussi, mais ça m'handicape en mouvement, quoi. Au niveau de ton équipement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets systématiquement quand tu fais un record du monde ? Est-ce que tu as un peu comme ça des petites... Un fétiche ? Ouais. Non. Ah si, j'ai mon bandana, excuse-moi. J'ai un bandana, ouais. Un bandana autour du cou, quoi. Ah, un bandana, comme Lucky Luke. Voilà, c'est ça. Qui tire plus vite que son ombre. Ma monture, mais j'ai pas le pistolet pour tirer plus vite que mon ombre. Et celui-là, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Ah. Non, c'est pas toujours le même. Il change chaque année parce que chaque année j'en fais un nouveau par rapport à la vitesse, donc il change chaque année. C'est les tours de cou, les records du monde que je fais avant, donc j'arrive à vendre 200-300 bandanas par an, donc j'en fais chaque année à mon effigie. Ah, c'est trop bien. Okay. Bon, faudra m'en ramener un. J'ai compris le message. On t'appelle donc au départ. Et là, explique-nous un peu ton ressenti, puis ce qui se passe dans ta tête. Ils te mettent déjà dans le sens de la descente et ils te lâchent et ça part en fait. Donc là, j'arrive sur la plateforme au sommet. C'est une plateforme qui est à 2700 mètres d'altitude. Il y a une l'arche de Vars, parce que la communication est importante pour eux. Le vélo est incliné, mais pas trop, parce qu'il est sur le plat, avec une rupture de pente pour que la roue avant soit déjà dans le vide, dans la pente, une pente bien raide. Et derrière, Marc m'appelle. On est prêt. Je dis, ok, j'arrive.
Et, je monte ce vélo par la gauche. Hein. Il y a Tristan qui est derrière, il y a Jérôme qui est sur le côté, un côté droit, il y a Marc qui est sur le devant, enfin on est 4 au départ, il y a Hugues aussi qui est là. Et donc j'enjambe le vélo, et puis après je leur demande de tenir le vélo droit parce qu'ils me tiennent le vélo, hein. Il n'y a pas de calage, quelque part un petit peu. Le plus dur c'est de monter sur le vélo parce que j'ai des ailerons au bras un peu comme une aile d'avion, parce qu'à haute vitesse je peux plus piloter. À haute vitesse, à partir de 160, si j'ai les bras écartés, je penche légèrement mes bras à droite, comme une aile d'avion, et je vais un peu à droite. Je pense à gauche, je vais à gauche. Donc, même si tout le monde pense que c'est tout droit, c'est pas tout droit pour moi. Moi, il y a une trajectoire à suivre qui peut varier de 50 cm. Mais malgré tout, 50 cm à haute vitesse, c'est dur à les prendre. Ça, c'est toi qui contrôles avec tes ailes, entre guillemets. Théoriquement. On devrait contrôler tout ça, ouais. Mais dans le run, ça se passe souvent différemment. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai les ailerons aux jambes, puis tout ça, c'est plombé aussi. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on est facile à se mouvoir. Donc, j'enjambe le vélo. Je mets mes cale-pieds automatiques. Mes cale-pieds automatiques sont serrés à bloc, hein, parce que mes pieds, il faut qu'ils s'enlèvent, mais il faut qu'ils tiennent les chocs. Et si mon pied saute sur une bosse, je vais me faire mal, quoi, c'est clair, c'est sûr et certain. Donc, je me suis mis mes calages, puis quand je suis prêt, Marc, il me dit, t'es prêt? Je dis, oui, je suis prêt, mets-moi le casque. On se regarde les yeux dans les yeux. Il y a un regard profond qui se fait, parce qu'on est quand même dans une aventure commune depuis plusieurs années, puis là, à chaque fois, c'est encore du monde. Donc, il y a des grosses émotions qui circulent, il n'y a plus un son, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. Tout le monde est au silence. Il me met le casque. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Et me voilà parti. Donc là, les premiers 300 mètres, je tire un peu à gauche. Après, j'essaie d'aller au milieu, au partir du rocher, la côte 180-200. Il faut savoir qu'au bout de 6 secondes, je suis déjà à 200. Après, je gère, pour arriver à 227,72, il faut gérer la partie aérodynamique, pas bouger sur le vélo. Donc, pas bouger, ça veut dire que je fixe mes muscles. Et à un moment donné, à partir de 180-200, je bloque ma respiration. Ce qui bloque mon diaphragme. Je ne peux pas faire ça du sommet parce que je serai en décharge de CO2. Donc, décharge de CO2, c'est je serai en asphyxie. Là, je bloque mon diaphragme, ça me fait corps. Et j'essaie de supporter toute la compression et les bosses qu'il y a avant d'arriver aux cellules. Il faut savoir qu'on est pris sur une moyenne de 100 mètres. Donc là, je tiens le choc, je ne sais pas à quelle vitesse je suis, bien sûr, quelque part un petit peu. Le vélo décolle dans tous les sens, vous pourriez voir sur la vidéo, ça vole un peu, donc je perds beaucoup en vitesse à cause de la piste qui a été abîmée par le temps, quelque part un petit peu. Je passe les cellules et le vélo fait les mêmes embardées, droite, gauche, à 217 km/h. Et c'est là que tout est revenu, la chute du Nicaragua. J'ai essayé de tenir pour pas tomber, parce que on était dans le même scénario que le Nicaragua, des runs de carrière et tout. Et tomber, ça voulait dire peut-être se faire mal. Et en fait, je suis pas tombé. Et derrière, bien sûr, moi, je m'arrête beaucoup plus bas que la cellule de chrono. Donc, ils sont venus me chercher jusqu'à la télécabine. Et quand ils sont venus me chercher, ça attend 2-3 minutes, quoi. Ils sont venus me chercher, puis c'est l'ingénieur mécanique, c'est Fred, qui m'a dit, Eric, 227. Je dis, quoi? 227? Moi, j'ai réduit mon ambition à 224, donc j'ai fait un gros run, là, et j'ai souffert tout le long, mais la cerise sur le gâteau est bien là, quoi. C'est que pas un petit peu. Et j'ai explosé de joie, bien sûr, et derrière, toute l'équipe a été récompensée, quoi. On a passé une belle journée, quoi. C'est sûr. 227,72 km/h, on le rappelle. Presque 228. Dans ton équipe, souvent tu nous parles d'un certain Marc, enfin il y a des prénoms qui reviennent. Est-ce que ces personnes-là se sont déjà dit, parce que ça doit être aussi des faux furieux, non? Est-ce qu'ils se sont déjà dit, mais moi aussi je vais faire comme Eric, je vais faire un record? Écoute, je sais pas si c'est des fous furieux, mais en tout cas, personne n'a voulu lancer l'aventure. Non, ce que j'ai découvert, parce que dans ce dernier Cours du Monde, il y a eu de la technologie. On n'en a pas parlé. Une technologie matérielle, mais une technologie embarquée, une technologie vestimentaire. C'est-à-dire que 4 de mes managers, 4 des postes clés du projet, Marc était au départ au sommet, il y avait Mathias et en bas qui avait un t-shirt aussi connecté, moi, et puis il y avait une autre personne, c'était qui? Tristan aussi, voilà. 4 personnes avaient des t-shirts connectés. Et je me suis rendu compte que c'est t-shirt connecté qui te donnait un taux de stress pour la journée, pour le team. Voir si c'était un peu l'expérience qui a été lancée par Technosport de Marseille pour comprendre le management aujourd'hui, si les gens sont faits pour ce poste de travail, quelque part un petit peu. Donc nous, on a fait cette expérience cobaye, quelque part un petit peu, parce que toute la journée a été filmée, donc on sait à tout moment de la journée le taux de stress et pourquoi il y a eu le taux de stress. On a toutes les images à la clé pour ça. Donc il y a eu un projet qui était monté autour de ça, et c'est là que je me suis rendu compte, ça fait 20 ans que mon équipe me suit, mais qu'il en a marre de m'envoyer au casse-pipe. Parce que quelque part, c'était beaucoup plus stressé que moi. Moi, je suis pas stressé. J'étais stressé la veille. Donc la veille, je suis revenu le matin au sommet, stressé comme la veille, parce que le temps qu'il y ait eu le briefing se fasse. Mais dès que le briefing a été fait le matin à 5h30,
le stress est tombé pour moi, parce que les choses ont été dites. Et c'est pareil en management pour l'entreprise. Dès qu'on acte les choses, qu'on les dit, ça fonctionne derrière. C'était intéressant de se rendre compte que mon équipe, c'est pas qu'ils seraient partis en vélo, parce qu'ils partiraient jamais en vélo du sommet, même s'ils sont un peu engagés, mais surtout c'est qu'ils voulaient passer à autre chose, quoi. C'est une très bonne transition justement pour parler d'un de tes autres métiers, donc celui de conférencier. Donc tu organises des conférences dans lesquelles justement tu tentes en tout cas d'accompagner des managers aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Disons que dans les conférences que je fais, j'ai deux facettes. J'ai une facette d'engagement, de montage de projets qui sont parallèles par rapport à l'entreprise, les projets entrepreneuriaux que j'ai montés pour les records du monde, où on parle de travail d'équipe, de créer une tribu, d'harmonie collective. Aujourd'hui, on cherche tout ça en entreprise. Et puis la partie aussi coaching, préparation physique, parce que un chef d'entreprise, c'est un sportif de niveau inconscient. Et les managers, c'est pareil. Donc, c'est des gens qui vont... Pour ceux qui font du sport, ils font de l'activité, ils la font à fond. En fin de semaine, au lieu de faire quelque chose de régulier. Donc moi, j'apporte un peu une touche un peu plus professionnelle autour de tout ça et j'essaie de les amener dans une dynamique ascendante. On va te féliciter, Eric, là, pour ce record de 227 km/h. Donc, tu l'améliores de 4 km/h de plus qu'en 2015. 4 km/h, c'est pas énorme. Beaucoup, mais c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Après, c'est toujours lié à la piste, c'est toujours lié à plein de choses. Mais c'est énorme vis-à-vis des conditions qu'on a eues de terrain de jeu, oui, c'est sûr. C'est incroyable, ça doit aller à une vitesse, on ose imaginer les sensations qu'on doit avoir pendant combien de secondes à peu près de descente. La vitesse, pour moi, c'est pas le problème, c'est l'engagement au départ qui est plus dur à vivre, quoi. La vitesse, c'est l'aboutissement en soi. Cette descente, elle dure combien de temps ? 17 secondes. 17 secondes. Oui. C'est hyper long. Ouais, c'est hyper long. Et hyper court à la fois. C'est vraiment incroyable. En tout cas, donc, on te félicite encore pour ça, comme on le disait. Et comme on l'a rappelé, donc, tu es un peu quelqu'un de multifacette. Tu fais des conférences, mais tu développes aussi aujourd'hui une nouvelle discipline sportive. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous la présenter ? Oui, donc c'est Alpine Snowbike. C'est-à-dire aujourd'hui, on pratique le vélo sur neige pour s'amuser. Depuis l'arrivée du vélo assistance électrique, les vélos assistance électrique, les fat bikes à gros pneus, il commence à avoir des randonnées sur neige. Et moi, je me suis dit, on va essayer de structurer quelque chose pour en faire une discipline. Donc, j'avais créé Alpine Bike. Et puis, l'UCI, la Maison mondiale du cyclisme, a rajouté Snow, Alpine Snowbike. Mais avant d'arriver à l'UCI pour valider une discipline nouvelle que j'ai donc fondée, c'était en juin 2018, j'ai fait 3 ans de tests. Donc, après le record du monde, 3 ans de tests, j'en ai fait un peu avant le record du monde. Mais en fait, j'ai fait des événements avec virage en invitant les gens à venir jouer en vélo. Un peu comme des descendeurs VTT en enduro, mais s'amuser sur un terrain de jeu sur neige, sur une piste d'année. Pas des pistes raides, vertes, bleues, rouges, mais avec des virages. Un peu comme en ski alpin, super géant en descente, mais en vélo, ou ce soit en ski. Donc là, je me suis vite rendu compte, en fermant la Coupe du Monde dames à Val d'Isère de ski alpin, où j'ai eu l'autorisation par la FIS et la station de ski de Val d'Isère, en décembre 2016, j'ai fermé la Coupe du Monde avec des pneus clous, un vélo de série à grosse suspension, un gros vélo de descente. Et je me suis dit, vraiment une discipline à créer, c'est du super motard rampante. Et c'est là que je suis parti à faire des événements sur neige, jusqu'à faire des belles images et à pouvoir aller à l'UCI en ayant une grosse matière première pour développer une discipline. Tu peux nous rappeler ce que c'est l'UCI ? L'UCI, c'est l'Union Cyclisme Internationale. C'est l'équivalent de la FIFA en football, mais dans le monde du vélo. Donc là, en fait, la discipline a été fondée en 2018. 2019, ils m'ont dit de continuer à faire des événements. J'ai fait tant bien que mal, mais financièrement, c'est dur. C'est une nouvelle discipline, il n'y a pas de sponsor, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'avais créé cette discipline normalement pour chercher mon remplaçant pour la vitesse, parce qu'il y avait 3 petits jeunes, même une 40 ans, qui voulaient battre mon record du monde. Donc je les ai amenés à monter un projet à 3 ans pour qu'en 2020, ils puissent passer 230. Mais ils n'ont pas été plus loin que de dire oui au départ, mais après ils ont laissé tomber parce que les projets de record du monde, c'est lourd à monter, il faut créer sa propre équipe, il faut trouver des ingénieurs, donc ils ont tous baissé les bras, mais moi j'ai gardé l'idée de virage en VTT, donc la discipline est née un peu grâce à vouloir donner mon savoir-faire à des jeunes pour aller plus vite en vélo, donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, donc, il y aura une Coupe du Monde pour 2021, mais plutôt 2022, parce qu'avec le Covid, ça repousse beaucoup les choses. Et moi, mon idée, c'était en 2022, comme il y a les JO de Beijing, pouvoir arriver sur la pointe des pieds, à la fermeture de la descente au Moudam, pouvoir faire une expérience démonstrative en formant un athlète chinois et voir moi la faire. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de finaliser cette démarche auprès du CIO, parce que c'est marrant, parce qu'un projet appelle toujours un autre projet. Le CIO, c'est le Comité international olympique.
Je suis allé en Chine, j'ai compris qu'ils avaient envie d'un truc comme ça aussi en même temps. Donc, mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on fait un projet, il y en a un autre qui naît. Le projet de discipline m'a amené aujourd'hui sur un projet sport-santé que je vais essayer de nous expliquer. Donc ça, c'est encore. Pas vous expliquer maintenant parce que c'est trop de choses. Mais surtout, je vais essayer de l'incorporer dans le projet de ma démarche. Un sexagénaire qui va faire une démonstration pour les JO de Beijing. C'est pas banal. Donc, il y a le sport-santé qui est lié dedans et je vais essayer de séduire le CIO autour de ça. L'Alpine Snowbike, c'est donc en fait c'est de la descente de vélo sur neige sur une piste qui est un peu sinueuse. L'Alpine Snowbike, ça comprendra toutes les disciplines. Pour l'instant, il y a la descente et le super géant, comme tu viens de le dire. Il y a la randonnée aussi, comme le ski nordique avec le ski de fond. Mais la randonnée, c'est plutôt avec les fat bikes électriques qu'on va se balader sur neige. Pourquoi pas plus tard? Ce que t'appelles un fat bike, c'est un vélo à grosse roue, un VTT à grosse roue qui était destiné pour le sable avant et maintenant ils s'en servent sur neige. Mais pourquoi pas dans 10 ans qu'il y ait le BMX? Un autre BMX dans une station de ski sur neige ou sur glace, ça va arriver. Hein. Toutes ces choses-là vont arriver, il faut juste une question de temps. Mais je suis assez fier d'avoir fondé. Hein. Ce qui est important, c'est de fonder, quoi, en fait. Hein. Moi, après, une fois que j'ai fondé, moi, je passe à autre chose. Hein. Non, c'est ça. Et bon, c'est assez exceptionnel parce que, comme on se le disait avec Martin tout à l'heure, il y a peu de personnes qui créent une discipline de toute pièce et qui réussissent à carrément l'intégrer à une compétition internationale que sont les Jeux Olympiques. On ne sait pas encore ça aux Jeux Olympiques, mais pour l'instant, je dis si je pouvais faire une expérience démonstrative déjà, donc c'est pas encore acquis, mais je vais le faire. Mais surtout qu'il y a un championnat de France en 2022 et une Coupe du Monde qui commence, où je veux bien être impliqué en tant que pas manager, mais je veux dire coordinateur technique, parce que je sais de quoi je parle, quoi. On verra. En tout cas, l'expérience démonstrative pour les Jeux de Beijing, pourquoi pas? On va voir, au moins former un tête chinois pour la faire, même si moi je pourrais pas la faire. Mais l'idée c'est que j'arrive à la faire et je me prépare pour ça. Hein. En tout cas, Eric, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite pour un avenir proche, hein, parce que c'est dans 2 ans, Beijing 2022. Donc du coup, j'espère que nous aussi on aura l'occasion de monter sur un vélo et puis descendre une piste de ski. Moi, ça me plaît bien. Alors je sais pas vous, mais ah ouais, pourquoi pas. Peut-être pas à 227, mais. Mais je vous invite. Mais non, là, faut pas faire l'amalgame. C'est que ça qui est compliqué parce que quand j'ai créé la discipline, j'ose finir dessus. Oui, tout le monde t'a parlé de vitesse. Pense vitesse, donc personne va venir après. Donc là, on est dans une discipline ouverte à tout le monde, donc qui est pas de la vitesse. Il y a une partie descente comme en ski alpin, une partie super géant, une partie slalom. Voilà, on n'est pas dans des records du monde. Oui, mais c'est quand même un contre-la-montre. Mais effectivement, c'est pas un record du monde. C'est un chasseur chassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est qu'on part pas individuellement, mais on part par deux. D'accord, toujours l'humain. Pour donner du fun. Ouais. C'est des super motards. Sur neige, en descente. Merci Eric pour tout. Franchement, on en a pris plein les yeux et j'adore le dire, on en a pris plein le micro. Donc Clément se moque de moi à chaque fois que je dis ça, mais moi j'aime bien, c'est mon expression. Merci beaucoup, mais Juju il rigole un peu parce qu'il connaît tout ça, bien sûr. Ouais. Merci Eric encore une fois, on te souhaite que le meilleur pour l'avenir. Est-ce qu'on peut quand même finir sur notre question signature avec les 3 mots, toi quand tu parles de sport, de record du monde, quels sont pour toi les mots que ça évoque si tu pouvais m'en donner 3? Record du monde ou sport? Ouais, record du monde. Record du monde. Engagement, maîtrise, plaisir. Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais incassable, inoxydable et inclassable. Ça, c'est pas moi. Il y a 3 personnes qui m'ont dit que j'étais... Il y en a un qui m'a dit dans ma vie, t'es inclassable, parce que je faisais trop de choses pour être un dirigeant normal. Et incassable, ça c'est moi, c'est des gens qui me l'ont dit, puis avec l'accident, ça l'a confirmé. Et puis après, c'est mon fabricant de combinaisons de ski de vitesse, de vélo de vitesse, parce qu'il me voit depuis 20 ans. Alors, il me voit vieillir aussi, donc j'ai commencé à 34 ans et en 2017, j'étais encore chez lui. Et il me dit que je suis inoxydable. Quoi. Donc c'est parti comme ça. Et est-ce que Eric Baronne est imbattable? Ah non, tout est battable. Ah attends, l'avenir nous le dira. Et peut-être que nos winners qui nous écoutent nous le diront. On ne sait jamais. Et une dernière chose, on sait que tu as un petit surnom, du Baron Rouge. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un journaliste VTT de magazine de vélo. Je m'appelle Eric Baronne, je suis habillé en rouge et puis j'ai fait des records du monde. Donc il a fait le rapprochement entre Schumacher, j'imagine, la vitesse, entre autres. Et puis il y a un livre qui est sorti sur ma vie, qui a été écrit par une auteure du département de l'Ain, de mon département, qui s'appelle Valérie Pointet. Le livre s'appelle L'histoire du Baron Rouge, Eric Baronne. C'est un livre, c'est une biographie romancée, mais c'est tout ce qui est romancé est vrai dedans. Mais c'était plus une histoire que c'est mes filles qui ont raconté ma vie lors de mes 60 ans, que j'ai pas encore.
On invite tous nos auditeurs donc à aller en librairie pour Voilà. aller récupérer La maison ce livre. d'édition, ça s'appelle Les Passionnés du bouquin. Et le livre peut se commander. Et je pense qu'il y a beaucoup de pages du coup à lire vu qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Il est bien écrit, il est facile à lire et il paraît qu'il est émotionnel. Donc à voir. Et merci en tout cas Eric pour suivre pour Eric, on redirige nos winners sur www.ericbaron.fr. Non mais on peut pas me suivre, je vais trop vite. On peut pas te suivre, c'est vrai. Exact. On va mettre 6W. Oh là, ça fait trop. Et donc, tu as aussi une chaîne YouTube, un Facebook peut-être. Oui, il y a un Facebook, une chaîne YouTube et puis j'ai un site internet pour l'instant. Tous ceux qui sont intéressés peuvent y aller. Aussi, s'il y a des gens qui nous suivent, qui ont une marque, qui veulent te soutenir dans tes projets, eh bien, ils peuvent t'écrire sur... Ou faire une conférence ou intervenir en entreprise, n'hésitez pas parce que j'ai des choses à dire. Ouais, je pense. Merci beaucoup Eric, à bientôt. Merci à vous tous. C'est la fin de cet épisode les winners. Nous remercions Eric d'avoir accepté de se livrer au micro de la gagne. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de ses aventures plus dingues les unes que les autres. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ses performances, records et projets sur son site internet www.ericbaron.fr. Avec Ophélie et Martin, nous espérons que les victoires, records, moments de bonheur et de partage de nos champions vous inspirent et vous donnent des frissons autant qu'à nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @LaGagnePodcast tout attaché. Nous sommes présents sur Instagram et Facebook. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aidera beaucoup. Vous pouvez également nous laisser un petit message, cela nous fera très plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.lagagnepodcast.fr. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour un nouveau récit de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.